Bonjour et bienvenue à notre série de balados Les troubles neurocognitifs, parlons-en. Dans cette série, nous nous entretenons avec des francophones aux quatre coins du Canada qui vivent avec des troubles neurocognitifs majeurs, des proches aidants, des chercheurs et des intervenants, afin de mieux comprendre comment les personnes atteintes et leurs proches se sont adaptés. Tout ça dans le but d'informer, de casser les préjugés et d'inspirer les personnes qui vivent avec cette réalité. Nous remercions notre commanditaire, le Consortium canadien en neurodégénérescence associée au vieillissement, un réseau de 350 chercheurs qui se consacrent à l'étude de la prévention et du traitement des maladies neurodégénératives telles la maladie d'Alzheimer, ainsi qu'à l'amélioration des soins aux personnes vivant avec de telles maladies. Pour en savoir plus, visitez le site ccna-ccnv.ca. Le Consortium canadien en neurodégénérescence associé au vieillissement est fier de soutenir la série de balados Les troubles neurocognitifs, parlons-en. Nos invités aujourd'hui sont Véronique Legault, directrice générale du regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse, et Pierre Ouanet, directeur général du réseau Santé Nouvelle-Écosse. Véronique et Pierre collaborent depuis quelques années sur Village culturel, un projet dont le but principal est d'identifier des méthodes, des approches et des activités culturelles qui pourraient être utilisées dans les centres de soins de longue durée en Nouvelle-Écosse afin de créer une atmosphère culturelle acadienne et francophone pour les résidents. Ensemble, nous avons parlé de la réalité de la communauté francophone et acadienne en Nouvelle-Écosse, des grands objectifs de leur projet et de leurs espoirs aussi pour les villages culturels. Nous avons aussi demandé à Véronique de nous parler un peu de deux initiatives très intéressantes du regroupement des aînés, Lettres entre générations et Cœur d'artiste. En commençant l'entrevue, j'ai demandé à Pierre de décrire brièvement leur projet. En deux mots, c'est créer des environnements qui sont beaucoup plus propices, adaptés linguistiquement et culturellement pour permettre aux aînés acadiens et francophones qui sont dans des foyers de soins de longue durée de pouvoir bénéficier d'un environnement dans lequel ils peuvent parler en français et qui les aide en fait au niveau de leur santé et de leur mieux-être. Et d'où est venue cette idée? D'où est née cette idée pour vous? C'est vraiment au cœur d'une collaboration entre le réseau santé et le regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse. C'est depuis, je pense, ça fait au moins 4 ou 5 ans qu'on travaille dessus. On avait fait une première étude en 2017. Nous, ce qu'il faut bien comprendre, c'est il n'y a pas de stratégie dédiée aux personnes aînées acadiennes et francophones en Nouvelle-Écosse. Par exemple, à la différence d'autres provinces, on n'a pas du tout de foyer désigné francophone. Donc, ce qui fait que lorsque nos personnes aînées se rendent dans des foyers, ils ne sont pas assurés d'avoir des services en français. Donc, ils se retrouvent dans des milieux anglophones. Et pour nous, on sait que ce soit au niveau de la démence ou autre, mais que le langage a un impact considérable, surtout lorsque les personnes aînées vieillissent. Du coup, c'était pour nos deux organismes, c'était un souhait de pouvoir aider nos plus aînés à pouvoir vieillir dans la langue de leur choix. Très souvent, on entend les gens qui nous disent « je ne veux pas mourir en anglais, je veux mourir en français ». Et du coup, c'est basé sur cette petite phrase sur laquelle tous nos efforts sont développés. Oui, puis quand je revoyais vos notes et puis je revoyais la présentation que vous avez faite, je pense pour la Société d'Alzheimer de la Nouvelle-Écosse, vous aviez un témoignage très émouvant de la part Mhm. d'une dame qui a perdu sa mère récemment puis qui vous disait qu'elle était contente que sa mère ait pu avoir des services en français au dernier moment de sa vie. C'est ça. En fait, ce qui s'est passé, donc donc sa mère est décédée à l'hôpital et du coup à l'hôpital, elle a pu accompagner sa mère, lui parler en français. Il y avait parfois du personnel infirmier qui pouvait parler en français ou qui était conscient de ça. Et si sa mère s'était retrouvée dans un foyer de soins de longue durée, sa mère aurait été complètement isolée. C'est-à-dire il n'y aurait pas eu de service en français, sa famille n'aurait pas pu être à ses côtés. Or, sa mère vivait une situation de démence, c'est-à-dire vivait une situation de démence et en plus, du fait de cette démence-là, ne parlait plus du tout anglais. Ce qui fait qu'en fait, elle aurait été complètement isolée et ça aurait été une fin de vie extrêmement dure pour non seulement la mère de ne pas pouvoir être comprise et se faire comprendre, mais aussi pour la famille qui se disait, je,
qui aurait été tout à fait consciente de la situation dans laquelle vivait sa mère, le fait qu'elle n'aurait absolument pas pu communiquer en anglais avec le personnel à ses côtés. Ça aurait été pour tout le monde, ça aurait été une situation particulièrement tragique, d'où ce soulagement en fait de cette membre de la communauté qui nous disait, ben, effectivement, elle était soulagée que sa mère décède à l'hôpital plutôt que de se retrouver complètement isolée dans un foyer de soins de longue durée anglophone. Et c'est tragique. On ne devrait pas entendre cette phrase-là de dire bah, je suis soulagé que ma mère ait pu mourir à l'hôpital plutôt que d'être dans un foyer de soins de longue durée. Donc c'est basé sur ces nombreuses expériences et témoignages que l'on a décidé de bâtir ce projet en commun de village culturel. Et Véronique, qu'est-ce qui a amené le regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse à s'impliquer dans ce projet? Bien évidemment, on travaille avec Réseau Santé Nouvelle-Écosse sur plusieurs dossiers, sur plusieurs initiatives. Alors, quand Réseau Santé nous ont approchés, c'est un partenariat qui est naturel. Puis évidemment, pour nous, la clientèle aînée, ça inclut les résidents qui vivent dans les foyers de soins de longue durée. On oublie que les foyers de soins de longue durée, c'est le milieu de vie des résidents. Ces gens-là sont encore là. Et comme Pierre-Louis a dit, nous, on veut assurer qu'ils aient des environnements propices et adaptés à leur langue, leur culture et les garder connectés un peu avec leur communauté aussi. Véronique, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les grands objectifs de ce projet-là, les villages culturels? Bien, comme je viens de mentionner, c'est un peu de garder connectés les résidents des foyers de soins de longue durée, les garder connectés sur leur langue, sur leur culture, sur la communauté, s'assurer que la communauté, on sait que dans nos communautés, les foyers sont là, mais pas qu'on oublie les résidents, mais de s'assurer de les inclure dans pas nos activités, mais dans notre vie communautaire. Alors, puis Pierre-Louis en a parlé précédemment, on veut s'assurer de travailler en collaboration avec les foyers de soins. C'est pas une approche qu'on vient imposer, on veut travailler avec eux. Et c'est ça, c'est juste de les faire vivre un peu leur culture, leur langue. J'ai ensuite demandé à Véronique de nous décrire un peu la situation des francophones et des Acadiens en Nouvelle-Écosse. Oui, bien, en Nouvelle-Écosse, on est environ, je dirais, presque 4% de francophones acadiens dans la population. Alors, évidemment, en Nouvelle-Écosse, la majorité des services est en anglais. Alors, c'est difficile des fois d'avoir des services en français. Comme ça a été mentionné plus tôt, les foyers de soins de longue durée ne sont pas désignés par la langue. En milieu minoritaire, nos écoles, nos enfants ont le droit d'avoir une éducation de langue française. On a des écoles de langue française et tout se passe en français et il y a une loi qui protège ceci. Mais pour les foyers de soins de longue durée, il n'y a rien. Alors, les foyers n'ont pas l'obligation ou il n'y a pas de foyer qui est désigné spécialement pour les francophones et acadiens. Pierre, on a parlé un peu tantôt, vous avez plutôt mentionné l'impact un petit peu de ce projet-là sur les gens qui ont des troubles cognitifs majeurs, mais je pense que ce programme, les villages culturels, ça s'adresse en fait à tous les aînés qui sont de culture francophone et acadienne. Est-ce que j'ai raison? Oui, tout à fait. Ça s'adresse à tous les personnes aînées qui se trouvent dans les foyers de soins de santé. Il faut bien voir par contre l'impact de la langue sur la démence. C'est-à-dire qu'il y a un avantage lorsqu'on est bilingue, c'est que les études montrent que les symptômes ont tendance à apparaître de façon beaucoup plus tardive lorsqu'on est bilingue. Par contre, l'avantage de ce bilinguisme-là s'arrête complètement au moment où la démence va frapper. C'est-à-dire que les personnes vont expérimenter vraiment un sentiment d'isolement beaucoup plus accentué. Dans le sens où ce qui va se passer, c'est que la personne va revenir à sa langue maternelle. C'est-à-dire que même si elle a passé toute sa vie à parler en anglais, si elle a pu échanger, enfin, si son groupe, si son travail, si son groupe familial, si son travail se passait dans un environnement anglophone, malgré qu'elle était complètement baignée dans cet environnement-là, elle va revenir à sa langue maternelle. Donc, dans ce cas-là, elle va revenir au français. Et la grande difficulté, c'est la personne n'est pas forcément consciente de ça.
Donc, elle va continuer à parler, elle va passer d'un langage à un autre en pensant qu'elle parle anglais, en pensant qu'elle se fait comprendre, même si c'est un mélange de français, d'anglais, voire c'est complètement du français. Et ça crée un sentiment d'isolement terrible. C'est-à-dire qu'au-delà des symptômes même de la démence, on rajoute cette barrière linguistique qui crée un autre niveau d'isolement de la personne. Donc, c'est vraiment pour ça, nous, l'impact de la démence est vraiment accentué lorsque l'on parle à des personnes aînées issues d'une langue maternelle autre que l'anglais. Donc c'est pour ça que on travaille énormément, vraiment permettre d'appuyer nos personnes aînées acadiennes et francophones, parce que lorsqu'elles sont confrontées à une situation à une situation de démence, elles sont impactées de façon beaucoup plus importante. Et donc voilà, c'est vraiment le sens de ce projet-là, le sens de ce travail de reconnecter les gens à leur communauté, de leur permettre de pouvoir vivre aussi en français, de retrouver ce sentiment-là. En fait, souvent, ce qu'on voit, c'est par rapport à des familles, à des personnes qui sont acadiennes francophones, c'est souvent on a des témoignages de cette personne-là, elle voulait plus parler. Elle avait souvent un peu de colère lorsque des personnels soignants essayaient de communiquer avec elle de façon. Et en fait, tout ça, c'est parce qu'on leur parlait en anglais. À partir du moment où on communique avec elle en français, bah, tout de suite, on voit une amélioration. C'est-à-dire que la personne va commencer on voit la lumière dans ses yeux, la personne comprend et est comprise. Et là, on a une nouvelle connexion qui se crée entre les personnes qui s'occupent d'elle et la famille. Donc, c'est vraiment cette poursuite, entre guillemets, de l'étincelle qu'on a mis en place ce projet-là. C'est faire comprendre qu'on a des personnes qui sont francophones, d'essayer de faire en sorte que ces personnes-là puissent avoir accès à des activités dans leur langue, mais aussi d'adapter l'environnement dans certains foyers à proximité de nos communautés acadiennes et francophones. Pourquoi pas en offrant des cours de français au personnel ou juste en leur permettant de connaître quelques expressions et surtout à la fin de bien réaliser que la personne en face de soi n'a pas forcément l'anglais comme langue maternelle, utilise une langue différente et du coup que cette langue différente implique de faire attention à ça, il y a des enjeux culturels et linguistiques à mettre en place dans le cadre du soin. Donc rien que de parler quelques mots en français peut permettre de recréer cette communication-là entre le personnel soignant et la personne, et surtout améliorer grandement la qualité de vie de la personne. Et on sait que les gens qui vivent avec un trouble neurocognitif majeur se sentent souvent isolés. Et ce que vous venez de nous décrire, Pierre, est que ce sentiment est accru lorsqu'on vit en situation minoritaire. On sait aussi qu'avoir une vie sociale active, avoir des contacts réguliers avec les autres peut aider à ralentir la maladie. Est-ce que vous avez espoir qu'un des impacts de votre projet soit de ralentir la progression de la maladie pour les personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif comme l'Alzheimer, par exemple? C'est effectivement un de nos souhaits, parce qu'au final, l'objectif, c'est vraiment d'améliorer la santé et le mieux-être de la personne. Donc, on espère que par cette offre d'activités dans sa langue, avec la capacité de pouvoir faire des activités, que ce soit de peinture ou de pouvoir converser en français ou de réentendre de la musique acadienne et francophone, d'avoir quelques mots en plus de français dans son environnement, on espère qu'effectivement, à la fin, ça va permettre d'améliorer le mieux-être de la personne et pourquoi pas que ça puisse limiter l'impact de la maladie du développement de la maladie neurocognitive. Effectivement, après, il y a tout l'enjeu de pouvoir le mesurer. Ça prendrait tout un cadre d'études à ces alentours-là. Mais de par d'autres expériences qui ont pu être menées, notamment dans d'autres provinces, on voit l'impact positif que ça a sur la personne. Donc oui, on s'attend à avoir des résultats très positifs pour nos aînés acadiens et francophones. Et Véronique, justement, si on parlait un peu du genre d'activité, j'ai fait le tour du rapport qui est disponible, du rapport annuel qui est disponible sur votre site web, Pierre. Et puis, j'ai aussi regardé le site du regroupement des aînés francophones et je voyais toutes les activités auxquelles on avait accès. Et je trouvais ça très intéressant parce qu'en fait, une culture, évidemment, la langue est une partie tellement importante de la culture, mais ce n'est pas tout. Alors, dans votre projet, il ne s'agit pas seulement de pouvoir parler en français avec ces gens-là, mais vraiment, ça va des arts à la spiritualité et même jusque dans l'assiette. En fait, je vois qu'on fait des efforts même pour offrir des mets traditionnellement acadiens aux gens qui sont en soins de longue durée.
Est-ce que vous pourriez nous parler un peu, Véronique, des activités qui font partie de ce programme-là, les villages culturels? Dans les villages culturels, une des composantes, c'est de renforcer des liens entre générations. Alors, un des projets qu'on a, c'est un projet qui s'appelle Les 30 générations, où on invite une classe de l'école francophone de la communauté à correspondre avec des aînés. Alors, les résidents, ça leur permet de briser l'isolement, ça leur permet de partager leur vécu, leurs connaissances, ça leur permet aussi d'avoir un sentiment plus grand d'appartenir à la communauté. Puis pour les jeunes, le bénéfice, c'est de développer un sens de la communauté, ça amène une responsabilité sociale, ça permet aux jeunes de mieux comprendre aussi cette réalité-là des gens plus âgés, puis de comprendre qu'ils font partie de notre communauté. Alors, c'est un projet qui est intéressant et qui est bénéfique tant pour les jeunes que pour les aînés. Et j'imagine qu'il y a toujours un souci aussi, Véronique, de garder vivante cette mémoire, cette culture, surtout quand on est en situation minoritaire. Alors, j'imagine pour les jeunes, c'est très enrichissant d'entendre les histoires de leurs aînés. L'histoire, il y a l'histoire qu'on apprend dans les livres et il y a l'histoire des gens qui l'ont fait, l'histoire. Oui. Alors, c'est intéressant parce que c'est la vraie histoire qu'on a. Et les jeunes qui participent à ça, c'est dans quel groupe d'âge à peu près? Habituellement, on vise des classes entre la 3e et la 7e année. On veut que les jeunes aient un certain degré de maturité pour bien comprendre aussi la réalité des personnes qui vivent en foyer de soins de longue durée. Puis évidemment, avec la COVID, c'est un projet qui est intéressant parce qu'il n'y a pas de contact, parce que depuis 2 ans, les gens dans les foyers de soins de longue durée, les visites sont très, très, très limitées. Alors, ça permet de garder un contact autrement. Oui, puisque vous avez eu des témoignages de gens qui ont participé dans ce projet-là, des aînés et des jeunes. Comment ils ont trouvé ça? Est-ce que ça a été une belle expérience? Oui, en principe, on a des bons commentaires. On reçoit les commentaires via les enseignants. Puis, comme j'ai en période COVID, surtout que depuis 2 ans, on parle beaucoup plus des aînés, on parle beaucoup plus de leur situation fragile, vulnérable. Alors, ça amène cette conscience ou cette responsabilité sociale-là chez les jeunes. Puis, les aînés, évidemment, ça leur permet d'être connectés, de connaître un peu mieux cette génération-là qui connaissait un peu moins. Puis c'est un projet intéressant. Oui. Je ne sais pas si vous pourriez juste, Véronique, nous dire quelques mots sur un autre projet que j'ai vu sur votre site web que je trouvais très beau, un cœur d'artiste. Oui, Cœur d'artiste, on a fait plusieurs versions, mais on a des vidéos de spectacles ou des capsules vidéo de chansons qui sont sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube et sur notre site web. Alors, les aînés, on sait que la musique, c'est quelque chose de très réconfortant. Surtout en Nouvelle-Écosse, la musique en Nouvelle-Écosse, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de la culture, là. Alors, les aînés ont beaucoup apprécié pouvoir visionner ces vidéos-là. Puis c'est des vidéos que les gens peuvent visionner à n'importe quel moment. Simplement besoin d'une tablette ou d'un téléphone, puis que quelqu'un les branche sur le bon lien. Puis on a eu beaucoup de commentaires, surtout dans les foyers de soins de longue durée, qu'en période de confinement, parce que les foyers de soins ont eu des confinements assez sévères ici, ça leur a fait du bien d'entendre de la musique. Puis on a des témoignages de gens qui ont des problèmes cognitifs, qui ont la démence. Et les gens réécoutent le même spectacle jour après jour et c'est quelque chose qui les rassure, qui les réconforte, qui leur rappelle des souvenirs aussi, des chansons qui étaient... Quelqu'un qui chante une chanson d'il y a 20, 30, 40 ans, ça les ramène dans ça ramène des souvenirs. La musique, ça amène des émotions aussi, hein?
il y a comme un automatisme qui se déclenche. Les gens se rappellent non seulement des paroles, mais se rappellent quand ils ont entendu cette chanson-là dans la radio de leur auto, où qu'ils étaient, ou quel moment qu'ils vivaient quand cette chanson-là était populaire. La musique ramène plein d'émotions à ce niveau-là. Oui, c'est intéressant. Une des actions qui nous a aussi beaucoup inspiré au niveau de la musique pour le projet de village culturel, c'est au Yukon, ils ont fait un projet qui s'appelle Musique et Mémoire, dans lequel les personnes âgées dans les foyers pouvaient composer leur propre playlist à partir de différents listes de morceaux qui leur étaient proposés. Et elles recevaient comme un petit appareil MP3, un casque en Bluetooth, et du coup, elles pouvaient écouter leurs chansons. Et on voyait vraiment dans leurs yeux le côté redécouverte de la musique, elles pouvaient se lever, danser parce qu'elles avaient pas de fil qui reliait le casque à leur appareil, et elles ont vraiment retrouvé, du coup, exactement ce que dit Véronique, l'ensemble des émotions qui passaient par la musique. Donc, c'est vraiment un très beau projet qui nous inspire aussi au niveau local. Pierre, si nous revenons un peu au village culturel, espérez-vous que le projet stimule un changement de culture dans les centres de soins de longue durée et les résidences pour aînés? Oui, mais pas seulement. C'est-à-dire que oui, on espère que ça puisse permettre sur le long terme d'avoir des environnements qui soient beaucoup plus adaptés, puis conscients des communautés acadiennes et francophones. Rien que un des changements qu'on espère, c'est que la langue des résidents et résidentes soit connue, c'est-à-dire qu'on puisse identifier quel est le nombre de résidents et résidentes acadiennes et francophones dans ces différents foyers-là, espérer que du coup, il y ait des environnements, des changements qui puissent être faits, comme par exemple, pourquoi pas des couloirs des couloirs francophones dans lesquels les résidents qui auraient leur chambre dans ce couloir-là seraient des résidents qui parleraient français, comme ça on aurait vraiment un environnement au sein même du foyer qui parlerait français. Mais de façon plus large, comme disait Véronique, c'est vraiment est-ce que nos foyers peuvent être aussi mieux intégrés dans nos communautés? Est-ce qu'on peut arriver à vraiment accroître le lien qui existe pour pas que nos aînés soient finalement pas exclus, mais soient à côté de nos communautés. Et il y a beaucoup d'idées qui sont sur la table, comme est-ce qu'on peut recueillir des témoignages auprès de nos aînés qui pourraient après être diffusés par les radios communautaires? Comment on peut créer ce sentiment-là d'accroître l'inclusion sociale de nos personnes aînées acadiennes et francophones qui vivent dans des foyers? Comment on peut vraiment les rattacher à la communauté, faire plus de liens entre les organismes locaux et ces foyers-là? Donc c'est vraiment, voilà, c'est tout un travail plus large que juste changer l'environnement d'un foyer. C'est aussi un changement de philosophie, vraiment d'accroître l'inclusion de nos personnes aînées acadiennes et francophones dans les foyers de soins de longue durée. Et Véronique, est-ce que vous avez déjà commencé à observer les résultats de l'impact des villages culturels et aussi des activités culturelles que vous proposez avec le regroupement des aînés? Il y a une bonne réception de la part des foyers de soins de longue durée, mais il faut se rappeler qu'on est encore en temps de pandémie. Les restrictions changent presque de semaine en semaine et les foyers de soins de longue durée sont plus protégés par des règles un peu plus rigides que le reste de la communauté. Ça fait qu'on n'a pas vu tout à fait les résultats qu'il y a un potentiel de voir, mais définitivement au cours des prochains mois et de la prochaine année, on va définitivement voir probablement des résultats là. Mais en temps de pandémie, présentement, les choses sont un petit peu plus limitées. Ça ne nous permet pas nécessairement de rentrer dans le foyer de soins, d'offrir une activité ou d'amener des bénévoles à faire un projet avec des résidents. Il y a encore des restrictions très strictes ici en Nouvelle-Écosse par rapport à l'accès aux foyers de soins de longue durée. Sauf que on a déjà établi des partenariats, on a déjà parlé aux foyers de soins de longue durée et on voit le grand potentiel qui va découler là, dans les prochains mois. Alors, vous avez eu des contraintes quand même à cause de la pandémie. Vous n'avez pas réussi à faire toutes les activités que vous espériez faire, si je comprends bien. Effectivement, mais c'est un projet à long terme. Là. On a encore le projet sur
cette phase-ci, on en a encore pour 2 ans et demi. Alors, on a encore beaucoup de temps à développer. Et surtout en sortant de la pandémie, il y aura un grand besoin de reconnecter, d'avoir des contacts, de vivre autre chose que l'isolement, là. Mais effectivement, la pandémie a presque que tout arrêté au niveau communautaire, au niveau de présentiel, au niveau des contacts sociaux. Alors, on a espoir que dans les prochains mois, on va pouvoir aller de l'avant avec certaines initiatives là, qu'on avait mis un peu sur la glace. Et Véronique, en terminant, vous, quels sont vos espoirs pour ce projet-là, les villages culturels? C'est qu'on pense et qu'on parle davantage des résidents qui vivent dans les foyers de soins de longue durée. On parle souvent des résidents de foyers de soins de longue durée en termes de nombre de lits qu'il y a dans un foyer, en termes très administratifs, mais on oublie que ce sont des gens, ils sont là, et ce sont leur milieu de vie, ça, les foyers de soins de longue durée. Ce n'est pas juste un hôpital où on les met là, c'est leur milieu de vie. Et certains résidents sont là pour 3 ans, 5 ans, il y en a même qui sont là pour une dizaine d'années. Alors, de s'assurer que la communauté reste connectée à ces résidents-là. Et comme Pierre a mentionné, ça va définitivement améliorer leur qualité de vie de cette façon-là. Ce sont des gens qui ont beaucoup de vécu, ce sont des bibliothèques vivantes qu'on ne pense pas ou qu'on n'a pas le réflexe de consulter souvent. Alors, je crois que ce sont les sages de notre société, puis de s'en préoccuper un petit peu plus davantage. Merci beaucoup pour cette très belle entrevue. C'est déjà fini, mais je ne sais pas si vous avez quelque chose que vous voulez ajouter en terminant. Peut-être une chose, peut-être 2 choses, mais la première, c'est, je pense que fondamentalement, Véronique et moi, on s'est aussi remercier tous ceux qui s'impliquent dans ce projet-là. C'est-à-dire qu'on s'est porté par de nombreux partenaires, tant au niveau provincial qu'au niveau local. On est chanceux d'être appuyés puis qu'on a l'intérêt. On remercie aussi nos partenaires financiers, c'est-à-dire que c'est un projet qui est financé dans le cadre du programme des Nouveaux Horizons pour les aînés. C'est un projet qui s'inscrit dans une initiative régionale, Impact Aînés, qui est portée par la CBDC Restigouche. Et c'est grâce à leurs efforts que ce projet de 3 ans peut se mettre en place. Donc ça, on apprécie beaucoup ce soutien-là. Oui, évidemment. Et peut-être juste pour rajouter, vraiment, il y a une dimension, comme Véronique l'a dit, il y a vraiment une dimension aussi de patrimoine à ce projet-là. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on peut échanger avec les personnes aînées, on espère pouvoir peut-être, pourquoi pas, recueillir leurs témoignages, les filmer. Et ces témoignages pourront être utilisés non seulement dans le cadre d'autres activités dans les foyers, mais aussi d'activités pour la communauté. C'est exactement ce qu'a dit Véronique, c'est des mémoires vivantes. Et leurs souvenirs, c'est vraiment pour nous, c'est aussi il y a un fort intérêt à pouvoir recueillir leur mémoire pour que ça vienne nourrir la mémoire collective acadienne et francophone en Nouvelle-Écosse. Donc, il y a toute une dimension culturelle, artistique et patrimoine de ce projet-là qui nous intéresse énormément. Mais justement, est-ce qu'à long terme, il va y avoir un souci de s'assurer d'archiver toutes ces capsules, les enregistrements des artistes, même les lettres des aînés, ou si les aînés écrivent leurs histoires, est-ce qu'il va y avoir un souci d'archiver tout ça auprès d'une bibliothèque ou même des archives de la province pour conserver cet important héritage? Bien, on n'a pas eu une grande discussion à ce niveau-là, mais définitivement que probablement qu'il y a des choses qui vont être archivées, qui vont être gardées en mémoire, que ce soit des écrits, que ce soit des vidéos, que ce soit des enregistrements sonores. Oui, définitivement. C'est ce qui conclut cet épisode de notre balado. Nous remercions encore nos invités, Véronique Legault et Pierre Rouanet, d'avoir pris le temps de nous parler. J'invite nos auditeurs de la Nouvelle-Écosse à visiter les sites web du Regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse et de Réseau Santé Nouvelle-Écosse pour plus d'informations sur leurs services et leurs ressources. Si vous aimez la musique, nous vous invitons également à visiter la chaîne YouTube du Regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse.
Nous remercions également notre commanditaire, le Consortium canadien en neurodégénérescence associée au vieillissement, notre partenaire institutionnel, le Centre d'éducation et de recherche sur le vieillissement et la santé de l'Université Lakehead à Thunder Bay, Ontario, ainsi que l'Agence de la santé publique du Canada pour leur soutien financier. Cette série de balados est produite par Joanne Chalifour, chargée de projet, Daniel Hubert, ingénieur du son, et votre animatrice, Ingrid Gagnon. Pour plus d'informations sur notre série, veuillez consulter notre site au www.dementiadialogue.ca. Merci d'avoir été des nôtres.